à tous et bienvenue pour cette nouvelle FAQ du doublage. Aujourd'hui, Adriel Rick nous demande comment marche et se prépare une bande rythmo. 3 étapes pour préparer une bande rythmo. D'abord, la détection. Cette étape consiste à noter les différentes formes de bouche des personnages du film, ce qu'on appelle les phonèmes, et de les noter pour que l'adaptateur-traducteur ait toutes les cartes en main pour écrire des dialogues bien synchro. Ensuite, l'adaptation. Bon, vous commencez à connaître cette étape, en se basant sur le texte original et sur la détection, l'adaptateur-traducteur concocte un texte aux petits oignons. Et enfin 3, la calligraphie. Évidemment, cette pratique tire son nom de l'époque où la bande rythmo défilait sur une bande de papier ou de plastique, mais bon, le nom est resté avec le temps. Comme son nom l'indique, une personne qui écrit lisiblement de préférence écrit sur une bande le texte de l'adaptateur en allongeant ou écrasant son écriture selon si le personnage parle rapidement ou non. Il y ajoute les aspirations, les respirations, les gémissements, etc. Cette branche du métier s'est depuis informatisée, mais le principe reste aujourd'hui inchangé. Et voilà, on a une jolie bande rythmo. Bon, ça c'est la manière dont le métier fonctionnait jusqu'au milieu des années 2000. Aujourd'hui, c'est de plus en plus rare. Aujourd'hui, de l'aveu de certains adaptateurs que j'ai pu rencontrer, la détection n'est pas toujours faite lorsqu'ils reçoivent les textes, surtout pour les doublages à petit budget. Les clients attendent d'eux qu'ils gèrent cette partie-là, de même qu'ils gèrent la partie calligraphie la plupart du temps. Les adaptateurs doivent donc prendre en charge beaucoup de tâches, des tâches pour lesquelles ils ne sont pas toujours bien formés, et ce, dans un délai toujours plus réduit. Voilà. Dave Carillon nous demande comment se passe la culture du doublage dans le reste du monde. C'est vrai qu'on a parlé du Japon, du Québec, vous commencez à peu près à comprendre comment ça se passe en France, en tout cas j'espère, mais dans le reste de l'Europe par exemple. Alors hélas, je n'ai pas de contact voxophile en Allemagne et en Espagne, cependant un spectateur italien a bien voulu me renseigner sur la situation en Italie. Si nous savons que les films de Sergio Leone étaient tournés sans prise son afin d'être post-synchronisés aussi bien en anglais qu'en italien, il faut savoir qu'en Italie ça a été pendant très longtemps une pratique quasi systématique. Donc jusque dans les années 80 voire 90, tout était post-synchronisé, aussi bien les films étrangers que les films italiens. Et les acteurs italiens ne se doublaient pas forcément eux-mêmes. Il n'était pas rare qu'un acteur italien soit doublé par un autre acteur italien avec une voix qui correspondait plus au rôle. Et de fait, certains comédiens italiens sont, comme en France, des grands noms du doublage. On peut citer par exemple Ferruccio Amendola, la voix de Stallone, Christopher Lloyd, Al Pacino, Robert De Niro, mais également Thomas Milian, un acteur mexicain très célèbre en Italie. Il se doublait lui-même quand il faisait des rôles de Mexicains, mais quand il avait des rôles italiens, il confiait sa voix à Ferruccio Amendola. Est-ce qu'en Italie aussi le doublage c'était mieux avant? Eh bien, beaucoup s'accordent à dire que oui, la qualité des doublages s'est beaucoup dégradée au fil du temps, notamment avec l'apparition des télévisions privées de Berlusconi qui achetaient beaucoup de programmes qu'il fallait doubler vite. En parallèle, les films ont commencé à être de plus en plus tournés avec une prise son, et de fait, le monde du doublage s'est fait de plus en plus petit et de plus en plus faible. Aujourd'hui, le doublage est encore omniprésent en Italie, plus qu'en France qui passe de plus en plus à la VOST, mais pourtant, à part quelques grands noms de ci de là, personne n'en a grand chose à foutre. Comme en France, il y a quelques petits clans de voxophiles. Comme en France, on invite quelques comédiens à l'équivalent de la Japan Expo. Mais à part ça, c'est tout. Voilà pour l'Italie. Si vous savez des choses sur l'Espagne ou l'Allemagne, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Alfred Tordu nous demande comment se déroule l'enregistrement d'un doublage d'un documentaire comme celui-là. On fait du funk qui déchire les oreilles. Bien musclé. On joue dur, comme si on en avait une grosse. Bon, le documentaire en question, comme tant d'autres avant lui, a été doublé en voice-over, c'est-à-dire avec une voix française par-dessus la VO. C'est une question intéressante et c'est vrai que c'est une méthode de doublage pas très connue. Du coup, je vais en profiter pour répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser sur cette méthode. Comme ça, c'est fait. D'abord, comment est-ce qu'on décide si on diffuse un documentaire en sous-titré ou en voice-over ? Eh bien, comme souvent, ça dépend du diffuseur. Si le film est diffusé au cinéma, sur un site de SVOD ou bien édité en DVD, il est plus que probable que ce documentaire ne sera que sous-titré. Et encore, Warner a mis des années avant de daigner sous-titrer ses bonus et ses commentaires audio. Bande d'enfoirés, va. I was in Paris with my wife at Jodorowsky's house and having dinner. And very late into the evening, he goes, if I wanted to see Dune. En revanche, si le documentaire doit être diffusé à la télévision, que ce soit dès le début ou bien par la suite, il est plus que probable qu'une version doublée sera produite pour l'occasion. Très tard dans la soirée, il m'a demandé si je voulais voir Dune. J'ai répondu, j'ignorais que tu l'avais tourné.
Cela dit, pas de panique, je rappelle que la télévision numérique permet la plupart du temps de repasser à la version originale, même si certains anciens membres du CSA semblent l'avoir oublié. Comment se déroule un doublage en voice-over? Eh ben, c'est beaucoup moins rigolo qu'un doublage de film. En voice-over, on n'a pas la contrainte de la synchro, donc on travaille en général pas sur bande rythmo, sur un logiciel pour caler vraiment les mots sur les mouvements de bouche et tout ça. Donc on travaille sur un fichier Word, les traducteurs en général. On rend donc un document qui va être simplement imprimé pour l'enregistrement. Il y a une cabine où est enfermé le comédien, si je puis dire, enfin une cabine bien insonorisée d'enregistrement. Il est là avec son pupitre et ses feuilles imprimées. L'image défile avec les timecodes. Et puis, en dehors de la cabine, il y a un ingénieur du son et parfois un directeur artistique. Ça dépend s'il y a du budget ou pas. S'il y a du budget, il y a à la fois un ingénieur du son et un directeur artistique. Enfin, c'est assez simple comme dispositif et c'est beaucoup moins spectaculaire et beaucoup moins amusant qu'un enregistrement de doublage. Mais dis-moi, Mr. Fox. Oui, Mr. Fox. Comment ça se fait qu'on double les documentaires comme ça et pas comme on double de la fiction? C'est une bonne question. Est-ce que c'est l'héritage de la radio, du reportage? Le documentaire a quand même on a quand même la volonté de présenter un document authentique, qui n'est pas truqué comme un doublage de fiction où on fait croire que James Bond parle en français. Oui, je pense qu'il y a de ça, c'est l'héritage du journalisme, du reportage, je pense. Ça paraît très bizarre un doublage synchrone enfin, c'est parce qu'on n'est pas habitué, quoi. C'est vrai qu'on a tendance à garder la parole authentique de l'expert, du scientifique, de je ne sais qui, qui s'exprime, quoi. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes les questions que vous auriez pu vous poser sur le voice-over. Un grand merci à Annelise Wiseman pour ses lumières. Je mettrai en ligne prochainement une interview plus complète pour rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc en gros, je l'ajoute à ma très longue liste des interviews qu'il faut que je monte et que je publie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas également à me soutenir sur Tipeee si le cœur vous en dit. Et puis vous pouvez aussi poser vos propres questions avec le hashtag FAQ du doublage sur Twitter. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!